Chapitre 10. Au fur et à mesure que le personnel des Famous Players se faisait plus nombreux, Porter, qui continuait cependant à s'occuper de mise en scène, consacrait un temps plus considérable à l'amélioration de la technique cinématographique. J'avais toujours pensé qu'il était plutôt porté vers l'art de la mécanique que vers l'art dramatique. Il aimait mieux avoir affaire aux machines qu'aux hommes. Dans un sens, c'est une tournure d'esprit scientifique qui l'avait amené à improviser les astuces techniques du vol du grand rapide. Porter s'acharnait à perfectionner la technique de la fermeture en fondu. Je me rappelle une cuve de verre d'environ 1 mètre sur 1,50 m qui donnait lieu à d'interminables expériences. Il la remplissait d'eau et photographiait en transparence, pendant qu'un assistant y versait des poudres colorées en remuant le liquide avec un agitateur. Progressivement, l'image s'estompait ou, plus exactement, elle était comme enveloppée par un brouillard qui allait s'épaississant. Au moment où les films à 3 dimensions provoquent l'agitation que l'on sait, le lecteur sera peut-être surpris d'apprendre que Porter s'était livré à des expériences à ce sujet il y aura bientôt 40 ans. Il se servait de 2 caméras, exactement comme on en utilise 2 ou plus maintenant, et projetait les images sur l'écran au moyen de 2 appareils. Il avait fabriqué un petit face-à-main, dont l'un des verres était rouge et l'autre vert. Si on regardait ces images sans lunettes, on ne voyait qu'un brouillard déconcertant. Mais le face-à-main leur donnait 3 dimensions. Je suivais de près les expériences de Porter et je les encourageais. Mais nous étions trop en avance sur notre époque. Il y avait déjà assez à faire avec la réalisation de films muets et à 2 dimensions. La plupart des vieilles compagnies étaient encore violemment hostiles au long métrage. Au premier abord, on pouvait croire que cette abstention était faite pour me plaire. Il n'en était rien. Quand un directeur de salle décidait d'adopter les longs métrages, il exigeait de pouvoir changer l'affiche à intervalles réguliers. Or, il nous était impossible de sortir des films en nombre suffisant. Les longs métrages de compagnies plus anciennes auraient donc été les bienvenus. Nous commencions cependant à avoir un petit répertoire de pièces de théâtre. Dan Frohman était venu me trouver un jour pour m'informer que son frère Charles avait besoin d'argent et ne resterait pas sourd à une offre pour ses vieilles pièces. Dan estimait que 25 000 $ pourraient intéresser Charles. Sou par sou, je réunis la somme. Au moment que Dan jugea opportun, il déposa un chèque sur le bureau de son frère et fit la proposition. Elle fut acceptée. À peu près en même temps, nous conclûmes des accords similaires avec la compagnie Henry W. Savage, autre grande société productrice. Mais les scénarios importaient peu, quand nous ne pouvions pas produire assez vite pour satisfaire le marché. Heureusement, quelques nouvelles petites compagnies se lançaient dans le long métrage. C'est pendant l'hiver 1913 que Jess Lasky, Sam Goldfish et Cécile DeMille sortirent leur premier film sous la bannière de la Jess L. Lasky Feature Play Company. Le point de départ concret de cette firme s'inscrivit, comme je l'ai déjà dit, au dos d'un menu. Il apparut toutefois que Lasky et Goldfish, que j'appellerai dorénavant Goldwyn, puisque c'est le nom qui l'a rendu célèbre, avaient poussé la discussion assez loin, s'adjoignant Arthur Freehan, qui devint le trésorier de la société. Ambitieux et énergiques, les associés, pour leurs premières entreprises, décidèrent de tourner The Squawmen. Pour la vedette, ils s'assurèrent le concours de Dustin Farnum, une personnalité du théâtre. Mais Mel Goldwyn, ce sensationnel vendeur, n'arriva pas à conclure avec Farnum un arrangement basé sur une participation aux bénéfices. Celui-ci voulait 5 000 $ comptant et il les obtint. La suite montra qu'il s'en serait beaucoup mieux trouvé avec un pourcentage. 2000, jeune homme chauve de 32 ans, bâti en athlète, partit avec Farnum et quelques autres pour Flagstaff, Arizona. Accueillis par une tempête de neige, ils continuèrent jusqu'à Hollywood. Là, ils louèrent à bas prix une écurie, convertirent les salles en loges, construisirent un plan à l'extérieur et engagèrent quelques Indiens et quelques cow-boys. Ils commencèrent à tourner le 29 décembre 1913. Ils étaient donc à Hollywood pendant que nous travaillions au film de Mary Pickford, Earth's Adrift et Test of the Storm Country. Toutefois, je ne rencontrai pas DeMille à ce moment-là. Sam Goldwyn était resté à New York, gérant les finances de la société, tout en continuant son commerce de gants. Goldwyn avait eu une jeunesse difficile, peut-être plus dure que la mienne. Né en Pologne, à Varsovie, il s'était sauvé à Londres à l'âge de 11 ans après la mort de ses parents. À Londres, il travailla pendant 2 ans chez un maréchal ferrant avant de se mettre en route pour l'Amérique. Goldwyn, qui avait à peu près l'âge de 2000, était chauve comme lui. Il était grand, svelte
extrêmement soigneux de sa mise et si dynamique que les acheteurs avaient fort à faire pour lui résister. Jess Lasky était resté également à New York, où il continuait à faire marcher son music hall. Position de repli pour lui et 2000 en cas d'échec de leur entreprise cinématographique. Lasky, qui avait le spectacle dans le sang, était lui aussi au début de la trentaine. À 20 ans, il avait été chercheur d'or dans le Yukon, et bien content de trouver un bateau pour le ramener dans sa Californie natale. Plus tard, échoué aux îles Hawaï, il avait payé son voyage de retour en jouant dans la Royal Hawaiian Band, où il était le seul exécutant qui ne fût pas hawaïen. Après avoir fait équipe dans des revues avec sa sœur Blanche, qui devait devenir la femme de Goldwyn, Lasky fut le manager de Herman le magicien, puis producteur de music-hall. L'échec de son cabaret des Folies Bergères ne fut pas une bagatelle. Il y laissa plus de 100 000 $. Après avoir vu The Squawman, j'envoyai un télégramme de félicitations à Lasky. Il me téléphona pour me proposer un déjeuner au Delmonicos. J'étais plus que consentant. Je fus charmé par Lasky, par sa voix aux inflexions musicales, par son enthousiasme. Nous parlâmes surtout de longs métrages, et je n'ai pas souvenir que nous ayons échangé des propos immortels. Pourtant cette rencontre était lourde de présages pour nous deux, puisque nous devions devenir associés, et peut-être aussi pour le cinéma. Il était réconfortant de trouver chez un homme de la valeur de Lasky une foi dans le long métrage presque identique à la mienne. Je me rappelle un détail de cette entrevue. Lasky tâta la poche intérieure de son veston, faisant le geste d'y chercher un cigare. Je lui en tendis un. À cette époque, j'en fumais 8 à 10 par jour, et de plus fort que maintenant. Lasky n'avait pas de cigare parce qu'il voulait se déshabituer de fumer. Lasky démuni de cigare et tâtant ses poches, moi lui en tendant un, cette petite scène ne devait pas cesser de se reproduire pendant des années. Tout récemment, c'est-à-dire 40 ans plus tard, au cours d'un déjeuner, lorsque Lasky répéta son geste, je lui tendis machinalement un cigare, et ce fut lui qui attira mon attention sur ce vieux rituel. Hobart Bosworth, un acteur en renom, lança lui aussi une société de production de longs métrages. Il avait acquis les droits de Sea Wolf, le corsaire du diable, de Jacques London, et il tint lui-même le rôle de Wolf Larson. Il tourna ensuite d'autres histoires de London. La Oliver Morosco Photoplay entra également en lice. Le lecteur ne porte certainement pas un grand intérêt aux questions d'ordre administratif, mais pour plus de clarté, il est nécessaire d'y consacrer quelques lignes de temps en temps. Bien que j'aie été en partie responsable, ce n'est pas moi qui ai fondé la Paramount Picture Corporation. L'initiative en revient à un groupe de distributeurs, à la tête duquel se trouvait W. Hodgkinson, chargé de la distribution dans l'Ouest. Son but n'était pas de faire des films, mais de les distribuer. La compagnie fut fondée en 1914 et elle porte le nom d'une maison meublée que Hodgkinson avait remarquée par hasard. La montagne qui lui sert d'emblème fut dessinée par Hodgkinson sur un buvard. La Paramount conclut un accord avec plusieurs producteurs pour la distribution de 104 longs métrages par an. Les Famous Players s'engagèrent à en fournir 52. La compagnie de Lasky 30 et le reste fut pris en charge par Bosworth, Morosco et quelques autres. Le producteur devait toucher 65% des recettes et on lui faisait une avance de 35 000 $ par an. Cet arrangement ne me plaisait qu'à moitié. À la longue, il devait s'ensuivre fatalement qu'on nous donnerait des conseils, autrement dit des ordres, sur le genre de film qu'il convenait de réaliser. Nous risquions de voir les distributeurs prendre la direction des opérations. Qu'il me soit permis de citer un bref passage de la grande histoire du cinéma de Terry Ramsey, A Million and One Night. Il écrit à propos de cette période, dans le domaine de la production cinématographique, Adolphe Zukor, des Famous Players, était sans doute la personnalité la plus originale et la plus représentative. Il nourrissait des ambitions napoléoniennes, et l'auteur continue, quand Zukor réfléchit, il marche. À cette époque, il lui arriva une fois de marcher de minuit jusqu'à l'aube. Au cours de cette nuit de promenade dans les rues de New York, il aperçut 2 fois Battery Park, et il traversa une fois la 125e rue. Quand les Sioux commençaient la danse des fantômes, c'était, du côté de Big Horn, le signal d'alarme. Quand Zukor se met en marche, c'est le moment d'ouvrir l'œil. M. Ramsey, dans les 2 volumes de son étude, s'est efforcé avec beaucoup de talent de rassembler les éléments épars de la complexe histoire du cinéma. Il n'a pas tort quand il affirme qu'il m'arrivait souvent de marcher pour réfléchir. Et il n'était certainement pas dans mes intentions d'abandonner aux distributeurs le contrôle de la production.
Par contre, je pourrais difficilement approuver l'assertion concernant mes ambitions napoléoniennes. Je n'ai, à coup sûr, jamais été aussi redoutable qu'il paraît le supposer. Cependant, les actionnaires de la Paramount n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les mesures à prendre, et ils m'appelèrent à la direction, le moment venu. Ceci, je pense, parce qu'ils étaient convaincus que j'étais outillé au mieux pour conduire les films au succès. On produisait maintenant assez de films pour encourager les exploitants à ouvrir de nouvelles salles. À mon avis, le programme de construction des salles était ce qui présentait le plus d'importance pour l'industrie du cinéma. Il ne servait à rien de faire des films si, pour les voir, le public devait supporter 1000 incommodités. Les Nickelodeon avaient laissé derrière eux une très mauvaise réputation. De nombreux adultes non seulement refusaient de s'y rendre, mais l'interdisaient à leurs enfants. Avec des salles agréables, des sièges confortables et de la musique de qualité, aller au cinéma devait devenir une fête, et le public serait mis en meilleure disposition pour goûter le film. Mitchell Mark, mon vieil associé de la Penny Arcade, fit construire le Strand Theatre, qui occupait tout le bloc de Broadway, situé entre la 47e et la 48e rue. Son plan à l'origine était de faire du music-hall son activité principale. J'ai eu un grand nombre de conversations avec lui pour lui faire comprendre qu'avec une salle de pareille dimension, 3500 places, il aurait tout intérêt à se consacrer plutôt au cinéma. Il était sceptique, surtout parce qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais se procurer suffisamment de films. Je parvins finalement à le convaincre et le Strand, avec un orchestre et un orgue immense, devint la première grande salle de cinéma. Mark prit comme gérant S.L. Rotafel, le Roxy à qui nous devons l'énorme Roxy Théâtre actuel. Marcus Lowe croyait maintenant sans réserve au long métrage et y consacrait quelques-unes de ses salles. En Californie, j'encourageais Sid Grauman à se transporter de San Francisco à Los Angeles pour y ouvrir un cinéma. La meilleure solution consistait chaque fois que c'était possible à apporter une aide financière à la construction de palaces. Pendant ce temps, les Famous Players incitaient les autres producteurs à réaliser des longs métrages. Le premier prêt d'acteurs, comme cela se pratique couramment aujourd'hui, fut celui de Marguerite Clark à Lasky pour The Ghost Girl. C'était une de ces nombreuses pièces où l'on voit une charmante petite fille passer le plus clair de son temps à des activités bucoliques telles que nourrir des oies. Mary Pickford désirait le rôle et fut très malheureuse de ce que je n'ai pas renchéri sur Lasky pour obtenir la pièce. Son malheur fut redoublé quand je prêtai Marguerite. Mais produire de bons films était la seule chose qui comptait. L'essor donné au long métrage par Naissance d'une nation et que D.W. Griffith tourna après avoir quitté la biographe et qui constitue un des moments du cinéma, fut pour moi un grand encouragement. Le film était tiré d'un roman sur la phase de reconstruction dans le Sud dont le titre, The Glanceman, devait être à l'origine celui du film. Homme du Sud, Griffith se montrait violemment hostile à la loi de candidature au Parlement. Il n'avait pas eu l'intention de heurter la population noire, mais il fut néanmoins largement critiqué et accusé d'encourager le Ku Klux Klan. Quel que soit le bien fondé de cette controverse, Naissance d'une nation, tourné en 1914 et mis en circulation un an plus tard, fut un grand succès et amena un nouveau public au cinéma. À peu près à l'époque où Griffith tournait son épopée, nous avions nous-mêmes en chantier un film à grand spectacle, The Eternal City, avec Pauline Frédéric. Il présentait un caractère religieux et Porter emmena une troupe à Rome pour y tourner de nombreuses scènes, dont certaines au Vatican. Porter atteignit à cette occasion un nouveau sommet de la technique cinématographique.